Au mois de juin 2023, s'est ouvert en Floride le procès de l'officier Scott Peterson. Il est intervenu durant la fusillade de l'école Marjory Stoneman Douglas, aussi appelée Parkland, dans laquelle il travaillait comme chef de la sécurité. Scott Peterson, alors âgé de 56 ans, était le seul armé lorsque Nikola Cruz a ouvert le feu sur ses anciens camarades. Le procureur accuse Scott Peterson de négligence sur enfant car, selon lui, il aurait dû intervenir et stopper Nikola Cruz. Scott Peterson, considéré comme un lâche depuis le massacre, a plaidé non coupable. Cette histoire relate le comportement de l'officier de police face aux événements infligés par Nikola Cruz. Et je ne parlerai pas du tueur qui a été jugé et reconnu coupable du massacre de Parkland. Pour que Scott Peterson soit reconnu coupable, il faut que le jury réponde oui à ces deux questions. Scott Peterson, officier du département de Broward, chef de la sécurité dans ce campus, est-il le protecteur des 4000 étudiants? Et si oui, a-t-il échoué dans sa mission en faisant preuve de lâcheté? L'école de Marjory Stoneman Douglas se trouve dans la petite ville de Parkland. C'est la banlieue de Coral Springs. Nous sommes dans le comté de Broward. Et pour comprendre les faits, il faut savoir que Coral Springs a sa propre police et le comté de Broward aussi. Le département du shérif de Broward a, depuis 2009, assigné un officier au campus Marjory Stoneman Douglas, Scott Peterson, qui gère et coordonne les 6 agents de sécurité qui travaillent avec lui. Scott Peterson effectue les enquêtes nécessaires dans le campus. Cet officier est le responsable. Il est armé et il doit gérer et coordonner les 6 agents de sécurité. Pour cela, il communique avec un talkie-walkie. Il se déplace en voiture de golf. Le campus est très vaste. Il y a des parkings pour les professeurs et les élèves, car les élèves ils ont entre 14, 17, 18 ans. De nombreux complexes sportifs, un terrain de football américain, de baseball et des cours de tennis. On y trouve également une dizaine de bâtiments qui sont tous numérotés. Le bâtiment numéro 1 est celui de la sécurité du campus. Scott Peterson est en poste depuis 9 ans. Il connaît très bien le campus, les professeurs et les élèves aussi. Le 14 février 2018 à 14h19, un Uber dépose Nikola Cruz qui a 19 ans devant son ancienne école. Cruz porte un pantalon noir, une casquette noire et un t-shirt couleur de l'école. Il est équipé aussi d'un sac à dos et à la main, il a un sac souple qui ressemble à un étui d'arme à feu. Il passe un portail censé être fermé pendant les cours. Ce jeune se déplace vers le bâtiment 12, côté est. Andrew Medina, un agent de la sécurité, le voit et le surveille depuis sa voiture de golf. Il le reconnaît. C'est un ancien élève qu'il pensait déranger à l'époque. Medina, par talkie-walkie, dira à un autre agent de la sécurité qui se trouve dans ce bâtiment qu'un jeune à l'air suspect arrive côté est. David Taylor, lorsqu'il reçoit l'appel, il est dans le couloir mais côté ouest. Il aperçoit Cruz qui s'engage dans la cage d'escalier. Taylor décide d'utiliser les escaliers côté ouest pour monter au 2e étage et l'intercepter. Mais Cruz ne monte pas au 2e étage, non, il s'arrête là. Il enfile sa veste de chasse déjà remplie de munitions et prépare son fusil automatique. Chris McKenna rentre dans la cage d'escalier. Cruz lui dira « Tu ferais mieux de dégager, des choses terribles vont se passer ici. » McKenna sort en courant par la porte de secours. Cruz ressort dans le hall. À quelques mètres de lui, il y a 3 étudiants qui parlent. Il ouvre le feu. À 14h21, le massacre de l'école de Parkland vient de commencer. Gina Montaldo, Martin Duquet, Luc Oyer seront les premiers à périr sous les balles. Le tireur se tourne vers la classe sur sa droite et, à travers la vitre de la porte, il tire sur les élèves. Pendant que les élèves et les professeurs du 1er étage se jettent sous leurs bureaux ou se collent contre les murs, les professeurs du 2e étage appliquent la procédure en cas de tireur actif dans l'école. Ils ont entendu les détonations et ils ont pu identifier le danger. Chris McKenna, qui courait,
rencontre le coach de football Aaron Face et lui raconte ce qui se passe dans le building 12. Aaron part en courant vers le bâtiment 12. À 14h21, dans les bureaux de la sécurité du campus, Peterson et Greenfield, un autre agent de la sécurité, enquêtent sur des fausses cartes d'identité. Ils entendent ce qu'ils penseront être à ce moment-là des pétards. Ils sortent du bureau de Peterson tranquillement. Medina, qui était près du bâtiment 12, a bien entendu les détonations. Et avec sa voiture de golf, il se dirige vers le bâtiment 1. Medina, qui communique avec Peterson, dira qu'il y a des sons bizarres qui viennent du building 12. Le premier appel aux urgences est passé à 14h22 par un élève. C'est la police de Coral Springs qui reçoit cet appel. Hello, we're at Stoneman Douglas High School and I think there's a shooter. Hello? You still there? Une minute après les premiers coups de feu, Peterson et Greenfield courent et montent dans la voiture de golf de Medina et ils se dirigent tous les trois vers le bâtiment 12. À 14h22, Cruz est toujours au premier étage et il vient de mitrailler la salle 1216. Alyssa Aladef, Alena Perry, Alex Shafter ne se relèveront jamais. Carmen Chantroup, dans la salle d'à côté, la 12-13, tombe aussi sous les balles. À ce moment-là, la fumée des tirs et la poussière dans les airs déclenchent l'alarme incendie. Cruz se tourne alors sur sa gauche et continue le carnage. Nicolas Douoré et Elena Ramsey, 17 ans, se trouvaient dans la salle 12-14. Ils assistaient à un cours sur l'histoire de l'Holocauste. Ils seront abattus. La double porte ouest, au bout du couloir, s'ouvre brutalement sur Chris Hickson, directeur sportif du campus et ancien Marines. En entendant les détonations, il s'est rué sur les lieux de la fusillade. Cruz ouvre le feu dans sa direction. Il est blessé, il s'effondre et rampe dans une alcôve. Cruz se dirige vers lui. L'alarme incendie s'arrête. À ce moment-là, Peterson, Greenfield et Medina arrivent au niveau du bâtiment 12. Ils s'arrêtent et descendent du véhicule. Des détonations retentissent. Aaron Face, le coach de football, meurt alors qu'il ouvrait la porte ouest avant même d'être entré dans le bâtiment. Chris Hickson est froidement achevé. Peterson sort son arme à feu et il ordonne à Greenfield et Medina d'aller se mettre à couvert. Il les accompagne à côté du bâtiment 7 et 8 sous une alcôve. Peterson passera son premier appel radio. Attention, attention, possible coup de feu, bâtiment 12. Kevin Greenfield, lors de son témoignage au procès, dira que Peterson avait le regard vide. Il respirait fort. Il se passait tellement de choses d'un coup qu'il pouvait imaginer la pression qu'il avait sur ses épaules. Pour lui, Peterson avait toujours été un policier efficace et toujours là quand on avait besoin de lui. Mais surtout, n'oubliez pas que cette vidéo a pour but de s'informer, de discuter et de comprendre les faits. Pour le procureur Christopher Killoran, les charges sur la personne de Peterson commencent à ce moment-là de l'histoire, car il est le seul à être armé et n'est pas rentré dans le bâtiment 12. Pour lui, son inaction entraînera la suite des événements. La fusillade commence à 14h21 et à partir de 14h24, Peterson aurait pu inverser l'ordre des choses. Christopher Killoran appellera à la barre l'instructeur de Scott Peterson. Il confirmera que l'officier a bien reçu l'entraînement nécessaire pour faire face à des tireurs actifs dans des écoles, en 2016 et en 2017. So when that day comes, you respond. John Curcia, le détective chargé de l'enquête sur Scott Peterson, expliquera que selon le protocole, l'officier responsable de la sécurité du campus a pour but d'arrêter le tireur. Pas forcément de le tuer, mais le ralentir, le distraire. Tout faire pour le détourner de son objectif qui est de tirer sur tout ce qui bouge. Depuis la fusillade de l'école Columbine, les procédures pour les agents de police ont changé.
Maintenant, on n'attend plus le SWAT pour intervenir. La première personne armée sur les lieux doit rentrer dans le bâtiment et distraire le tueur, aux dépens de sa vie. Il dira que chaque seconde qui passe lors d'une fusillade, c'est une vie perdue. Mais en contre-interrogatoire, John Curcio ajoutera « L'équipement de radiocommunication de l'officier Peterson était désuet, il ne fonctionnait pas bien. Et c'est ce que l'avocat de Peterson essaye de montrer. » À 14h24, Nicolas Cruz en a fini avec le premier étage. Il monte au second. Quand il arrive, l'étage semble abandonné. Le silence est total. Personne dans le couloir. Toutes les portes des 10 classes sont fermées. Les stores sur les vitres des portes sont rabattus. David Taylor s'est enfermé dans les toilettes. Cruz brisera le silence en tirant des salves de balles au hasard. Le personnel et les élèves du deuxième étage ont été sauvés par la mise en place de la procédure, c'est-à-dire les portes fermées à clé, les rideaux aux fenêtres. On éteint tous les téléphones portables. On s'allonge au sol contre les murs les plus résistants. Et surtout, pas de bruit. Et cela va fonctionner. Il n'y aura aucun mort au second étage et Cruz ne restera que 35 secondes, soit le temps de franchir le couloir et de s'engouffrer dans la cage d'escalier. Peterson, maintenant seul dans son alcôve du bâtiment 7, à 9 mètres en face du building 12, lance un appel radio. Fermez l'école, fermez l'école. Faites en sorte que toutes les unités de police arrivent ici. Peterson, en lançant cet appel radio qui va retentir dans tous les bâtiments, veut que tous les élèves qui étaient sortis à cause de l'alarme incendie re-rentrent dans leur classe et qu'il n'y ait plus personne à l'extérieur, ni dans les halls, ni dans les couloirs. Il dit qu'à ce moment précis, il croit à la présence de un ou plusieurs snipers dans l'école. À ce moment-là, l'officier Kratz arrive au niveau du campus. Il n'entre pas et il reste sur la route pour commencer à faire la circulation, permettant aux secours d'arriver plus vite et surtout d'empêcher les parents et les bus scolaires de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. C'est l'heure de la fin des cours. Le troisième étage, eux, se préparaient à évacuer dû à l'alarme incendie et ils commençaient à descendre les escaliers quand ils entendent les coups de feu au deuxième étage. Les 300 personnes, étudiants et professeurs qui étaient hors des classes, se ruent vers l'intérieur des classes. Cruz, quand il rentre dans la cage d'escalier, les poursuit. Les profs réouvrent les portes fermées à clé dues à la procédure incendie et font rentrer tous les élèves. Le professeur Stacy Lippel, qui a sa classe la plus proche de la cage d'escalier, témoignera lors du procès. Elle dira qu'elle a gardé sa porte ouverte jusqu'à ce qu'elle voie le dernier élève s'engouffrer dans sa salle. Et à ce moment-là, le tireur apparaît devant elle. And then, I don't know at what point, but I saw the shooter come out of the stairwell. Elle crie à Scott Beagle, le professeur en face de sa classe, de fermer sa porte. En entrant dans sa salle de classe, elle sent une brûlure au niveau du bras, mais arrive à fermer à clé la porte et elle a juste le temps de se jeter au sol pour échapper aux rafales de balles. À l'autre bout du couloir, le professeur Ernest Roperski appelle tous les élèves pour qu'ils s'enfuient par l'escalier. Le professeur Stacy Lippel a pris une balle dans le bras. Mais Scott Beagle, lui, ne survivra pas. Il a été abattu à l'extérieur de sa salle. Il a eu juste le temps de fermer sa porte. Cruz continue d'avancer. Il abattra Mido Polak et Kara Louran. Elles seront retrouvées enlacées l'une et l'autre. Joachim Oliver et Peter Wang, qui étaient à peine à 1 mètre des escaliers, et Raime Gutenberg, qui mourra en franchissant la porte des escaliers. Le professeur Rospierski fermera la porte de la cage d'escalier pour ralentir la progression de Cruz. Un autre agent de sécurité, Elliot Bonnet, arrive avec sa voiture de golf au niveau du bâtiment 12 et trouve Aaron Face mort. Il est devant l'entrée côté ouest. Elliot Bonnet va reculer avec sa voiture de golf et il va surtout lancer le code rouge. Cela fait 4 minutes que la fusillade a commencé et Cruz est au 3e étage depuis 45 secondes. Il est freiné, il ne peut pas descendre les escaliers, il va dans le salon des professeurs. Il n'y a personne,
mais il voit des étudiants à l'extérieur qui courent près des terrains de football. Il décide de leur tirer dessus à travers la vitre. Il restera presque 3 minutes à essayer de briser la vitre avec son semi-automatique, mais il n'arrivera pas à la percer. Elles sont conçues pour résister à un Hurricane Force 5. À ce moment arrivent 5 policiers. Ils sont encore à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. Ces 5 policiers de la ville de Coral Springs, le groupe Messier, arrivent à ce moment-là et se préparent à intervenir. Ils entendent les derniers coups de feu de Cruz. Nicolas Cruz enlève sa casquette, sa veste pleine de munitions, dépose ses armes et part en courant. Il donne un coup de pied dans la porte de la cage d'escalier, descend les escaliers et sort du bâtiment. À 14h28, Peterson, lui, continue de donner des ordres par talkie-walkie. Do not approach the 12 or 1300 buildings. Stay at least 500 feet away at this point. Stay away from 12 and 1300 buildings. Un premier officier de Coral Springs s'approchera de Peterson qui est sous l'alcôve et Peterson lui dira qu'il y a le tueur dans le parking. Donc, cet agent-là ne rentrera pas non plus dans le building. Les premiers policiers à rentrer sont le groupe Messier. Ils pénétreront dans le building à 14h32, soit 5 minutes après être arrivés. Ils mettront près de 30 minutes pour arriver à rejoindre les derniers étudiants au 3e étage et donc de sécuriser le building dans sa totalité. Peterson, lui, restera sous l'alcôve de 14h24 à 15h12. Le procureur soutient que si Peterson était arrivé à 14h24 dans le building, les 6 personnes décédées du 3e étage auraient peut-être eu leur chance. Et ne suivant pas le protocole, il a fait preuve de négligence. L'officier Cardinal témoignera à la barre. Il racontera l'échange qu'il a eu avec Peterson après la fin de la fusillade. And I see someone pacing back and forth and looking down saying, "Oh my gosh, oh my God, oh my gosh." At that point, I knew we needed help. We didn't need somebody pacing back and forth. And I looked and I said, well, what the f*** are you doing out there? You should be inside. C'est un mauvais jour pour être un officier de police, mais tu y vas, tu fais ton travail. Ce jour-là, 14 élèves et 3 adultes perdront la vie. Mark Eglash, l'avocat de Scott Peterson, rappellera à tout le monde que le monstre, c'est Nicolas Cruz et pas son client. Son client n'a jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Il insistera aussi sur le fait que son client n'avait pas les moyens de comprendre la situation. En effet, il y avait un problème d'écho, notamment l'officier Kratz, qui à 14h26 dira dans son talkie-walkie « Attention, attention, coup de feu près du terrain de foot ». Shots fired by the football field. Shots fired by the football field. Shots fired by the football field. Heard. Personne ne semblait vraiment savoir d'où venaient les coups de feu. L'avocat de la défense continuera et dira que pour comprendre la situation, il aurait fallu que son client ait toutes les informations, et le plus vite possible. Le détective John Curcio, qui était chargé d'enquêter sur Scott Peterson et sur ses mouvements lors de la fusillade, dira aussi tous les appels et toutes les informations distribuées au 911 par les étudiants ne lui ont jamais été transmises. Et donc, d'après John Curcio, Peterson ne pouvait pas avoir une vision d'ensemble des événements. L'avocat de la défense dira que pour lui, son point le plus important, les parents des victimes ont attaqué la police de Broward pour leur manque de réactivité et leur incompétence, une semaine après la fusillade. Et quelques jours après, Peterson était sur le grill. Donc, maintenant c'est à vous de me répondre. Pensez-vous que le policier en charge de tous ces enfants était responsable de leur sécurité comme un parent ou un tuteur? Et la deuxième question du procureur, pensez-vous que cet officier de police a fait un effort raisonnable pour essayer de les sauver? Comment Aaron Face et Chris Hickson ont fait pour rentrer dans ce bâtiment comme ça? Et selon moi, ce n'est pas parce qu'il y a des héros qu'il y a forcément des lâches. Le verdict va tomber sous peu et je vous ferai une update après la délibération du jury.
En attendant, profitez de l'été, profitez de tout ce que vous aimez et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée.